Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, salut les amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans mon grenier pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau vrai JT de l'écho. Aujourd'hui, un sujet qui est absolument passionnant et qui est un sujet qui est bien plus important pour les années à venir que plein d'autres thématiques économiques. Et ce sujet, c'est les taux d'intérêt négatifs. Ça va être quelque chose d'absolument énorme, c'est en train de se préparer, c'est en train de se mettre en place et vous allez voir, je vais vous emmener faire un petit voyage là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie et je vous le conseille, comme ça vous ne raterez rien. Alors, ce vrai JT de l'écho cette semaine sur les taux d'intérêt négatifs, je vous l'ai dit, on sent les choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez vu que ce soit sur le marché du repo aux États-Unis ou que ce soit au niveau de l'Europe et de la BCE, on continue les injections de monnaie, on reprend les injections, on reprend les QE, 60 milliards rien qu'aux États-Unis, les montants sont tous les jours même repartis à la hausse pour le repos aux US. Donc en réalité, il y a vraiment un immense besoin de cash, un immense besoin de liquidité sur le marché. Et donc la suite logique, eh bien, c'est qu'on risque de s'enfoncer un petit peu plus dans les taux d'intérêt négatifs. Alors justement, vous allez voir, j'ai intitulé ça un petit clin d'œil à une série télé bien connue. Winter is coming, l'hiver vient, comme on dirait en français. Et donc évidemment, comment survivre aux taux d'intérêt négatifs, parce que les taux d'intérêt négatifs, c'est clairement le gel de votre épargne, c'est l'érosion de votre épargne, c'est quelque chose qui va être extrêmement prégnant pour les sous des épargnants. Alors, pourquoi les taux d'intérêt négatifs? C'est quelque chose sur lequel on va revenir. Parce que on dit il y a des taux d'intérêt, les taux d'intérêt ils sont négatifs, mais pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment, il faut se poser cette question et en se posant la simple question pourquoi y a-t-il aujourd'hui des taux d'intérêt négatifs? Eh bien cette simple question pourquoi, qui peut sembler quasiment anecdotique, elle va nous permettre de tirer une pelote et de tirer un fil. Allez, venez, je vous emmène, on va voyager ensemble. Alors évidemment, cela fait 6000 ans que quand on prête de l'argent, on gagne de l'argent. D'accord? Il y a une grande loi économique depuis la nuit des temps. Si je te prête des sous, tu me rends un peu plus de sous que ce que je t'ai prêté. Et les bons comptes font les bons amis. C'est depuis 6000 ans, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il y a également une autre loi qui est fondamentale, c'est que le capitalisme est par nature et par essence déflationniste. Le capitalisme est déflationniste. Notre système est déflationniste. Et de manière encore plus générale, le progrès est par nature et par essence également déflationniste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va vouloir, on va chercher, on va essayer par tous les moyens de faire toujours mieux avec beaucoup moins. Faire plus avec moins. C'est à la fois le progrès, c'est à la fois l'essence même du capitalisme, mais c'est aussi la définition du progrès. Quand on invente la roue, quand on invente le char, quand on invente les palans, quand on invente les grues, c'est qu'on veut faire beaucoup plus de travaux, beaucoup plus de transport, beaucoup plus de tout, avec beaucoup moins de quoi? Avec beaucoup moins d'efforts. Donc par nature, capitalisme et progrès sont déflationnistes et vous savez quoi? C'est une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et parce que par nature, progrès et capitalisme sont déflationnistes, nous avions une monnaie dans le temps qui était capable évidemment d'être compatible avec cette nature même du progrès et du capitalisme qui était déflationniste, à savoir l'or. Et l'avantage de l'or, c'était ça, c'était d'être compatible avec la déflation. Vous verrez plus tard dans cette vidéo, je vais vous expliquer même pourquoi la déflation dans un régime de métaux précieux ou d'étalons or enrichis, alors que la déflation dans un système d'argent-dette comme celui dans lequel nous évoluons, là, va appauvrir. Et pourtant, on parle de la même chose. Donc vous allez voir, là, on est vraiment au cœur même du problème et de la compréhension des grands problèmes économiques et monétaires. Continuons. Toujours sur notre notion de pourquoi les taux d'intérêt négatifs. Je vous prends
cette histoire du Moyen-Âge et de la peste noire. Au moment de la peste noire au Moyen-Âge, en fonction des estimations, c'est entre 30 et 50% de la population en moins. C'est une déflation démographique absolument phénoménale. Allez, on va dire que, prenons l'estimation la plus haute, 50%, l'Europe a perdu 50% de sa population. C'est donc une déflation phénoménale. Dans le système tel que nous le vivons aujourd'hui, une telle déflation s'accompagnerait d'une augmentation de la pauvreté, d'un effondrement du système qui serait redoutable. En fait, au Moyen-Âge, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un enrichissement et une augmentation du niveau de vie. C'est surprenant quand même. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plus de tout pour tout le monde. C'est-à-dire que là où avant tout le monde ne se trouvait pas un logement, eh bien là tout le monde peut se loger puisqu'évidemment on a perdu 50% de la population. Et puis quand il y a une masse d'or et que cette masse d'or on doit la répartir évidemment entre 100 millions de personnes et on va dire allez il y a 100 millions de pièces. Il y a 100 millions de personnes, ça veut dire que chaque pièce, en moyenne, chaque personne va avoir une pièce. Si demain vous avez le même nombre de pièces, parce que les pièces, elles sont pas mortes de la peste noire, mais que vous avez moitié moins de personnes, eh bien là, chaque personne mathématiquement va se retrouver avec 2 pièces d'or au lieu d'une. Donc vous allez enrichir les gens réellement. Et donc, il y a un immense effet d'enrichissement. Et donc, dans un monde d'argent-dette, l'absence de croissance, dans un monde d'argent-dette, si vous voulez, la croissance d'aujourd'hui ou de demain paye les dettes d'hier ou d'avant-hier. D'accord ? Donc s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de capacité à payer les dettes et donc il y a insolvabilité. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que la déflation est incompatible avec un système économique basé sur l'argent-dette. En revanche, quand on est au Moyen-Âge, ou même avant le système de l'argent-dette, qui ne remonte pas à très très loin, puisqu'il remonte à il y a 50 ans à tout casser, puisque c'est la fin des accords de Bretton Woods en 1971. Donc, vous êtes là sur un problème de déflation. La déflation, quand on était dans un système d'État noir, eh bien évidemment, elle ne posait pas du tout les mêmes problèmes que dans un système d'argent-dette dans lequel nous évoluons. Ensuite, alors, regardez, là, je vous ai mis le graphique le plus parlant, c'est l'évolution de la population mondiale de l'an 0, il y a 2000 ans, à aujourd'hui, bon, vous voyez là, ça ressemble à une bulle, hein. Ça c'est plutôt ce qu'on appelle effectivement une bulle démographique, et comme les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, eh bien quand on voit ce genre de graphique, statistiquement, bon, ça peut monter encore, hein, d'ailleurs, espérons d'ailleurs que ça va monter encore, mais à un moment donné, la courbe elle arrête de monter, et une courbe qui arrête de monter, c'est une courbe qui descend. Et donc si vous prenez par exemple la même courbe, là c'est la population mondiale, mais si nous faisions un zoom sur la courbe de la population japonaise par exemple, mais on aurait la même montée aujourd'hui, on serait dans la descente. Ce que je voulais vous montrer, c'était trop de facteurs déflationnistes. Hein, donc toujours revenons à notre question, pourquoi les taux d'intérêt négatifs? Et je vous disais, il y a trop de facteurs déflationnistes. Et je vous ai dit avant, je vous ai montré, j'ai essayé de vous le démontrer, de vous expliquer avant que dans le système dans lequel on est, la déflation, elle n'est pas possible, si vous voulez, intrinsèquement pour le système. Mais pourtant, la déflation, elle est là. Pourquoi elle est là? Parce qu'on a des facteurs déflationnistes. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça, d'accord? On a des facteurs déflationnistes. Moi, j'y peux rien, vous y pouvez rien, j'y peux rien, personne n'y peut rien, c'est comme ça. Enfin bon, si on y pourrait sur certains, mais pas forcément sur tous. On a la mondialisation, la robotisation, l'informatisation, le progrès, quoi. Mais le progrès, bon, la mondialisation, c'est un autre sujet, mais robotisation, informatisation, mécanisation, etc. Tout ça, c'est la nature même du capitalisme. Encore une fois, je vise à faire beaucoup plus avec beaucoup moins, beaucoup plus de production avec beaucoup moins d'efforts, beaucoup plus de confort avec beaucoup moins d'efforts, avec beaucoup moins d'énergie humaine. Donc je remplace ça par l'énergie pétrolière, etc., etc. Donc on a évidemment, avec ces facteurs-là, des facteurs qui sont très déflationnistes. Je peux produire de plus en plus avec de moins en moins d'ouvriers. Hein. C'est hyper logique. J'ai des facteurs démographiques qui sont très déflationnistes, puisqu'on est dans une inversion de la courbe, de l'évolution de la courbe de la population. Encore une fois, prenez l'exemple du Japon. On a le poids des dettes qui entraîne une augmentation de la fiscalité pour payer ces dettes. Donc, plus les dettes grossissent, plus il faut augmenter les impôts pour pouvoir rembourser ses dettes. Le problème, c'est que plus vous augmentez les impôts pour rembourser les dettes, plus vous ponctionnez dans l'économie et donc évidemment plus vous ralentissez la croissance, forcément, puisque vous retirez avec les impôts, vous retirez de l'argent de l'économie. Donc, plus la dette augmente en réalité, plus à un moment donné, alors si vous voulez, au départ, l'augmentation de la dette peut
augmenter votre croissance, puisque vous injectez tout de suite de l'argent que vous rembourserez demain, mais quand vous arrivez demain et qu'il faut commencer à rembourser, et bien évidemment là c'est l'inverse, vous allez ponctionner, vous n'allez plus injecter de l'argent dans l'économie, vous allez en ponctionner dans l'économie pour rembourser les dettes contractées hier. Et donc quand les dettes grossissent trop, la ponction, et c'est très logique, qui doit se faire dans l'économie est de plus en plus grosse, et comme elle est de plus en plus grosse, et ben je retire de l'argent, donc je retire du dynamisme, donc je retire de la croissance. C'est assez logique. Donc ça, c'est très déflationniste, évidemment. Au bout d'un certain temps, à partir d'un certain seuil, le poids de la dette est contre-productif pour faire de la croissance économique. Et puis évidemment, nous avons tous les aspects environnementaux, d'accès aux ressources, qui sont également très déflationnistes, puisque pour faire de plus en plus de croissance, il faut de plus en plus d'énergie pas chère, il faut de plus en plus de matières premières et de ressources naturelles pas chères, parce que si elles sont très très chères, et bien évidemment là encore je fais des ponctions dans l'économie et donc je ralentis la croissance. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont extrêmement déflationnistes, fondamentalement déflationnistes. Ils rentrent tous en résonance les uns avec les autres, ils s'additionnent, ils se cumulent et les effets sont multipliés en réalité. Et ça, vous obtenez un effet multiplicateur de l'addition de ces facteurs qui est absolument redoutable. Et donc, dans un contexte de déflation, et je vous soumets la conclusion de pourquoi les taux d'intérêt négatifs, et cette conclusion-là, il faut absolument bien la comprendre, c'est que pour éroder Non, je vous livre pas la conclusion tout de suite. Hop, je me remets devant. On fait un petit stop en arrière, 2 secondes. L'inflation, tout le monde a pigé à peu près comment ça fonctionne. C'est-à-dire que l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Si j'ai 100 € aujourd'hui, que les prix ils montent de 2 €, enfin de 2% l'année prochaine, eh bien, globalement, dans l'épaisseur du trait, parce que ça ne se calcule pas comme ça mathématiquement, blablabla, vous me pardonnerez le raccourci, mais globalement, je vais avoir un pouvoir d'achat de 98 € l'année prochaine. Si je garde mes 100 € qui sont placés à taux zéro et qu'il y a 2% d'inflation, l'année prochaine, j'aurai un pouvoir d'achat équivalent à 98 € et plus à 100 €. J'aurais été érodé par l'inflation en pouvoir d'achat. Mais comment c'est-il que je fais pour éroder mes dettes et mon stock de dettes dans un contexte de déflation où il n'y a pas suffisamment d'inflation pour justement obtenir l'érosion naturelle de mon stock de dettes? Eh bien la réponse, c'est justement les taux négatifs, les amis. Parce que pour éroder le stock de dettes dans un contexte de déflation, ça ne peut se faire finalement que par des taux d'intérêt négatifs. Pourquoi? Parce que la France, c'est, allez, on va dire, 2000 milliards d'euros d'endettement, donc 2000 milliards d'euros d'obligations de dettes qui ont été émises. Je prends pareil une règle simple pour que tout le monde comprenne le raisonnement. On va dire que tous les ans, il y a 10% de la dette française qui arrive à échéance. Donc, et comme évidemment, on n'a pas 200 milliards, 10% de 2000 de côté pour rembourser, et qu'on est en plus à découvert, donc on fait encore d'autres dettes, mais on va aller emprunter à nouveau pour rembourser les dettes qui arrivent à échéance. Ça s'appelle, soit dit en passant, un schéma de Ponzi. Donc on va emprunter à des nouveaux pour rembourser les anciens. Exactement le schéma de Ponzi. Et donc les escroqueries pyramidales. Et donc je vais emprunter à 200 milliards aujourd'hui à taux négatif. On va dire moins 1%. Donc je vais rembourser 1% de moins que mes 200 milliards. Donc je rembourserai 198 milliards d'euros quand j'arriverai à maturité. Donc je vais éroder mon stock de dette. Et avant, mettons que la dette qui arrive à échéance, elle, il est 17 h, ma montre sonne, la dette qui arrive à échéance, elle, je la payais 4%. D'accord? Donc je remplace un stock de dette qui me coûtait 4% par un nouveau stock de dette qui va me coûter moins 0,20%. Donc je vais éroder petit à petit et progressivement ma dette avec des taux d'intérêt négatifs. Et vous avez là le cœur même du sujet, c'est-à-dire que pour éroder des dettes dans un monde déflationniste, vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre des taux d'intérêt négatifs. Alors, il y avait d'autres solutions possibles. Justement,
parce que là, je viens de vous expliquer pourquoi on se retrouve avec des taux d'intérêt négatifs. Mais il y avait d'autres solutions possibles, on les a toutes essayées. Si on laissait faire le marché, les cocos, eh ben on a vu ce que ça donnait. Hein. Vous vous souvenez, les Man Brothers, subprime, machin, tout ça, effondrement, gel, tout. Bon, pas possible. C'était l'effondrement total. Si on laissait faire les marchés, panique, effondrement, tout le monde retirait ses billes, vol vers les actifs tangibles, bank run, effondrement du système financier, endettement partout, insolvabilité générale, paf, le système il sautait, et puis il sautait en 15 jours, 3 semaines. D'accord ? Et l'effondrement, il était mondial. Donc évidemment, on ne peut pas laisser faire les marchés, sauf si vous voulez manger de la soupe aux cailloux. Et si on avait laissé faire les marchés à l'époque, et si les autorités monétaires et politiques n'étaient pas intervenues comme elles... On peut critiquer la manière dont ça a été fait, mais s'il n'y avait pas eu d'intervention, et on peut en débattre, c'est évidemment, le débat est passionnant, mais s'il n'y avait pas eu d'intervention, aujourd'hui, on serait en train de lécher les cailloux dans des soupes aux cailloux. Voilà, qui est la petite histoire que mes enfants adorent que je leur raconte, c'est la fameuse histoire de la recette de la soupe aux cailloux. Bon, je vous assure que c'est quand même pas l'aliment le plus savoureux. Alors, on aurait pu faire de l'austérité, de la rigueur, vous savez, le truc à la grecque. On serre le kiki, mais ça marche pas. Parce qu'en fait, quand sur de la déflation, on rajoute de l'austérité, eh bien, on a de la déflation au carré, quoi. Voilà, donc déflation plus austérité égale déflation d au carré. Hein. Bon. Alors après, on fait de la relance, on monétise, on injecte des sous, etc. C'est ce qu'on a fait, nous, en Europe. Souvenez-vous, c'était Nicolas Sarkozy qui était président à l'époque. Il y a eu des primes pour acheter des bagnoles, on a soutenu les constructeurs automobiles, on a soutenu les banques, on a filé de l'argent aux banques pour que les banques prêtent aux gens pour qu'ils achètent des bagnoles avec lesquelles on donnait des primes, et une bagnole achetée, la deuxième est offerte. Enfin bon, c'était totalement surréaliste. Le problème de ça, c'est que vous gonflez les dettes. Et comme vous gonflez les dettes, vous injectez effectivement de l'argent là, maintenant, tout de suite, c'est super, c'est génial, c'est excellent. Le souci, c'est que l'argent que vous mettez maintenant, ce sont les impôts futurs, et donc c'est la récession future ou c'est l'insolvabilité future. Donc en fait, c'est pas tenable. Et aujourd'hui, on est à 100% de dette sur PIB, donc ça marche pas non plus la relance. Elle a une limite. Et bien évidemment, la dernière solution, et c'est la plus belle, c'est faire un reset, le fameux grand reset dont avait parlé Christine Lagarde et le FMI. C'est-à-dire qu'on remet les dettes. Alors, c'est la solution vers laquelle, je pense, tout le monde aimerait aller. Le problème, c'est qu'elle nécessite un consensus mondial. Elle nécessite un consensus mondial. Vous allez me dire, pourquoi ? Ben, c'est très simple. Quand vous faites un reset sur vos dettes, les enfants, et que vous faites ce reset-là tout seul dans votre coin, vous vous appelez le Zimbabwe ou vous vous appelez le Venezuela. Et quand vous faites vous vous appelez l'Argentine, et quand vous faites votre reset tout seul, eh bien évidemment votre monnaie s'effondre, plus personne ne veut vous prêter, plus personne ne veut commercer avec vous, et donc votre économie s'effondre et vous vous effondrez, mais vous vous effondrez tout seul. Comme personne ne veut s'effondrer tout seul, je parle des grands pays, les pays européens, membres de la zone euro, le Japon, les États-Unis, vous avez la Chine, la Russie, etc. Bon, il va falloir arriver à un consensus mondial avant de pouvoir évidemment faire un reset généralisé qui s'imposera au monde entier. Le G20 qui arrive, les types ils s'assoient, ils disent voilà, là c'était vendredi, vous êtes endormi, c'était comme si, vous vous réveillerez lundi matin, ce sera comme ça, c'est comme ça dans les pays du G20, plus Chine, Russie, machin, ça représente 80% de la population mondiale, ok, Arbeit, garde à vous, pas de problème, et là ça se fait bien. Mais pour que ça se fasse bien, il faut que tout le monde soit d'accord. Or, aujourd'hui, vous constaterez que tout le monde est loin d'être d'accord entre les pays sanctionnés par les États-Unis, les guerres commerciales, les tensions géopolitiques. On est loin, très très loin d'être devant un consensus mondial qui permettrait un reset. Et comme on ne peut pas faire un reset, la conclusion c'est que les taux négatifs et les rachats d'actifs sont les seules solutions disponibles actuellement pour les autorités politiques et monétaires pour pouvoir gagner du temps. Et donc c'est pour ça que ça va continuer et que ça ne peut pas être autrement, en tout cas sur les prochains mois et peut-être prochaines années. Alors, pour
que les taux négatifs puissent devenir de plus en plus négatifs. Vous imaginez bien que si moi je viens vous voir et que je vous dis les copains c'est génial, je vous explique maintenant, quand tu as 100 € à la banque, sache qu'à la fin de l'année je te rendrai 96 parce que maintenant les taux d'intérêt négatifs c'est 4%. 1, 2, 3, 4 doigts. 4% de taux d'intérêt négatif. Et parce que je suis vachement sympa, l'année prochaine, ça sera peut-être même 5 doigts, soit 5% de taux d'intérêt négatif. Et puis, comme on est dans un monde à la Ubu-Roi, enfin un monde totalement délirant, on peut imaginer 6 doigts, 7 doigts, 8 doigts, 9 doigts, même peut-être 10 doigts d'intérêt négatif, c'est-à-dire 10% d'intérêt négatif. Alors si, quand on a un taux d'intérêt de 7% par an, votre capital double en 10 ans, je vous laisse imaginer si vous avez 10 doigts d'intérêt négatif, combien il va falloir de temps à votre capital pour qu'il parte en fumée. Pas longtemps, ou en tout cas pas assez longtemps pour que vous vous sentiez serein. Donc qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes un copain normalement constitué? Vous allez courir à votre banque, vous allez demander mes sous, rendez-moi mes sous, et comme un harpagon, vous allez compter, vous allez dire, ah, il en manque une, mon seigneur, il est l'or, rendez-moi mon blé, mon pognon, mes sous-sous, ma cassette. Ça serait assez logique. Donc tout le monde le sait, vous le savez, je le sais, on le ferait tous. Tout le monde ferait ça, tout le monde va faire ça, et évidemment les autorités monétaires le savent. Donc globalement, le seuil il a été établi, c'est qu'au-delà de 1% de taux d'intérêt négatif, seuil symbolique, à 0,9, 0,8, 0,9, on bouge pas trop, mais alors à 1% d'intérêt négatif, tout le monde se rue à la banque, rendez-moi mes pépettes, et je préfère les planquer sous le matelas, même si la petite souris va venir ronger mes petits billets. Donc là, le problème, il se pose. Alors, eh bien évidemment, les mecs, ils y réfléchissent là-haut, dans les hautes sphères. Alors, c'est les hautes sphères économiques. Vous avez ici Kenneth Rogoff, qui est un grand économiste d'Harvard et qui avait fait des textes. Alors, vous voyez, qui avait fait des textes. Là, on parle de 2016. A less cash society, not a cashless one. Donc, une société avec beaucoup moins d'espèces, beaucoup moins de cash, mais pas une société totalement sans cash. Donc, la réflexion, vous voyez, ça fait longtemps qu'elle qu'elle est initiée sur la suppression des alternatives pour pouvoir éroder la dette, pour pouvoir implémenter les taux d'intérêt négatifs dans l'économie réellement. Il va falloir supprimer les alternatives vers lesquelles vous pourriez migrer, vers lesquelles vous pourriez aller protéger votre cash, évidemment. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 fois la même diapo, semble-t-il. Oui, j'ai fait 2 fois la même diapo. Bon, bah écoutez, comme ça, vous l'entendrez 2 fois. Eh bien non, on va passer à la suivante. Celle-là, elle est géniale. Regardez, je l'ai. Il est là. Voilà, 90 pages. 90 pages, c'est un white paper, un working paper, pardon, du FMI. C'est très intéressant. Alors, un working paper, ça n'est pas un document, alors c'est un document officiel, mais qui ne représente pas le point de vue officiel du FMI. Bon, en attendant, il a quand même été écrit par un économiste, par un universitaire et par un économiste du FMI. Et donc, le titre, c'est Enabling Deep Negative Rates to Fight Recession, a guide. Donc, c'est un guide pour globalement, c'est implémenter des taux profondément négatifs dans l'économie pour contrer les récessions. Alors là, vous avez en 90 pages un mode d'emploi de la manière dont on va vous tarter. Alors, je vous en fais un résumé rapide. Donc, je vous disais, vous alliez évidemment courir à la banque chercher du cash. Et bien, à la banque, on vous reçoit et puis on vous dit « Ah mais vous pouvez, ah bah bien sûr, alors hypothèse 1, il y a plein d'hypothèses. Première hypothèse, vous voulez 100 000 € en cash, tenez monsieur, voilà vos 100 000 €, voilà vos 10 000, voilà vos 1000 €, voilà vos 1000 balles. Je vous donne vos 1000 €, mais vous allez chez moi, je suis commerçant, je vous vends, je sais pas moi, des ciseaux. Voilà. Ah, bonjour monsieur le client. Alors, les ciseaux, ouais, super. Vous voulez une paire de ciseaux? Bah oui, très bien. Alors, la paire de ciseaux, c'est 5 €. Alors, c'est 5 € si vous me payez en carte bleue. Donc en monnaie, on va dire en monnaie digitale, en monnaie électronique, c'est 5 €. Par contre, si vous me payez en espèces, c'est 10 €. Et oui, je vous mets une taxe. Donc c'est le principe de la taxe sur les achats payés en espèces. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous courez à la banque, vous demandez vos 1000 balles,
Et là, le guichetier, oui, pas de problème monsieur, vous tapez 1000 balles au distributeur, et là, le distributeur, il vous donne 900 balles. Mais vous serez bien débité de 1000 balles. Ça s'appelle imposer, taxer les retraits. Alors après, vous avez une autre possibilité, par exemple, donner une limite de validité aux espèces détenues. Imaginez, vous sortez vos j'ai posé mes ciseaux parce que je suis capable de me blesser avec ça. Vous sortez vos 1000 €, et puis sur vos 1000 €, il y a une date de validité, et à partir de donc cette date de validité, le commerçant, quand il va aller déposer par exemple vos billets à la banque, pour que les billets soient pris, il faut que cette date de validité soit évidemment le lendemain, mettons, maximum. Donc on va vous donner un mois pour dépenser vos sous, et dans un mois, vos sous s'auto-détruiront et ne vaudront plus rien. Donc soit vous les dépensez tout de suite dans l'économie, soit vous les perdez. Donc en fait, ça, c'est une manière de vous interdire de stocker de l'argent, dans un contexte de taux d'intérêt négatif. On vous supprime l'alternative. Ensuite, on va faire une distinction, on va favoriser la distinction entre la monnaie cash et la monnaie électronique, la monnaie digitale. Les euros que vous avez sur votre compte en banque, qui sont dématérialisés, et puis les euros que vous avez dans votre porte-monnaie, sous forme de pièces et de billets. Et puis, alors, une autre possibilité encore, c'est qu'évidemment, en cas de dépôt d'espèces, on vous crédite moins que la valeur faciale. Vous arrivez, vous avez un billet de 50 €, de 100 €, et on va vous créditer 49 € ou 98 € par exemple. Et puis ce taux, il peut augmenter, il peut varier petit à petit, progressivement. Et dans ce working paper de l'IMF, c'est FMI en anglais, il est bien écrit que le problème n'est pas le coût politique en fait des taux négatifs. Le problème, c'est le coût politique d'un effondrement économique. Donc en réalité, en fait, on s'en fout complètement du coût politique des taux négatifs. Même si vous n'êtes pas content et que vous allez râler, de toute façon, c'est pas grave. On vous enverra comme on a envoyé sur les gilets jaunes, les CRS, vous tapez dessus. Donc non. En revanche, on sait qu'il y a un coût politique. Donc il va falloir essayer de réduire ce coût politique. Donc comment va-t-on réduire ce coût politique? Eh bien on va le réduire en mettant les choses en place progressivement, doucement. Et c'est la fameuse image de la petite grenouille que l'on met dans sa marmite, d'accord? Si vous mettez de l'eau bouillante, vous prenez une grenouille, vous la mettez dedans, et évidemment elle saute, elle s'enfuit, elle n'a pas du tout envie de se faire cramer. Mais en revanche, si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous montez la température petit à petit, et à un moment donné, elle n'aura même plus la force, elle se sera fait avoir parce que le mouvement aura été très lent et donc imperceptible, donc elle n'aura pas compris à temps que effectivement l'eau était en train de chauffer et que ça allait la mettre en danger. Donc ça, c'est un dossier passionnant du FMI. Ça montre à quel point, si vous voulez, encore une fois, la réflexion, elle est avancée, la réflexion, elle est réelle sur tous ces sujets de comment on peut implémenter des taux d'intérêt très profondément négatifs dans l'économie pour éroder évidemment le poids des dettes, pour gagner du temps, pour continuer à faire tourner ce système économique. Et donc on est pris en fait par la situation et on est dans une forme de fuite en avant. Et la fuite en avant, en réalité, elle est avec du rachat d'actifs et des taux d'intérêt de plus en plus négatifs. Et c'est évidemment exactement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, en attendant le consensus pour faire un grand reset, eh bien, les réflexions, elles tournent sur la meilleure façon, les meilleures manières d'implémenter ces taux d'intérêt très négatifs. Donc la préoccupation, et c'est évidemment, là je me fais de la petite pub 30 secondes, mais la préoccupation, elle est sur comment fuir les taux d'intérêt négatifs et éviter le gel de mon épargne, éviter l'érosion de cette épargne qui évidemment non seulement ne rapporte plus rien, mais qui en plus, je me retrouve dans une situation où mon épargne va petit à petit perdre de la valeur. Donc il va falloir que je fasse quelque chose de mes sous, il va falloir que je mette en place de véritables stratégies. Alors évidemment, l'or, c'est ce que je vous dis, en fait partie, mais c'est loin d'être le seul élément. Vous me connaissez, vous savez très bien que je pense que l'or
est un élément incontournable dans la situation économique actuelle, mais c'est loin d'être quelque chose qui soit suffisant. C'est nécessaire, mais loin d'être suffisant. Il faut mettre en place une stratégie globale, et cette stratégie globale patrimoniale, elle doit vous faire réagencer la totalité globalement de vos patrimoines et de vos actifs. Vous devez les organiser de manière très différente. J'en profite d'ailleurs pour faire petit aparté pour tous les abonnés à la lettre stratégie. Je vous avais promis des annexes. Alors les annexes, elles vont arriver par rapport au dernier dossier et vous les attendiez. J'ai reçu de très nombreux courriels à ce sujet-là. Les annexes, je suis en retard parce que ça nécessitait une validation juridique et une validation des juristes. Les juristes ont validé ces annexes-là, donc je vous les joindrai avec la lettre stratégie de ce mois-ci, donc ça sera dans vos espaces lecteurs. Donc la lettre du mois d'octobre, eh bien évidemment, elle est consacrée à la manière, et c'est le titre, comment fuir les taux négatifs et éviter le gel de votre épargne. Et j'ai trouvé que la photo là, c'est un espèce de Zeus complètement gelé, voilà. Et c'est les autorités monétaires. Je trouve que ça symbolise assez la situation dans laquelle se trouvent les autorités monétaires, c'est-à-dire qu'elles savent très bien qu'elles sont en train de geler complètement le système avec des taux d'intérêt négatifs. C'est totalement aberrant, mais on est entre guillemets condamné à aller au bout de cette logique. Et une fois que vous avez compris qu'on était condamné pour le moment à aller au bout de cette logique en l'absence de grand reset mondial, eh bien, on va y aller, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et s'il n'y a pas d'autre solution, bah vous devez comprendre que vous allez vous faire tarter. Donc, comment fait-on concrètement pour éviter de se faire tarter? Ça, c'est le boulot que j'ai fait. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur https://insolentiae.com/boutique, lettre stratégie, et vous en saurez plus. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les taux d'intérêt négatifs. Je voulais surtout vous montrer qu'ils étaient logiques malgré leur illogisme apparent. Les taux d'intérêt négatifs sont hyper logiques dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je conclurai là-dessus. Nous sommes dans un monde économique qui est très différent. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis 6000 ans d'histoire économique sur lequel nous avons un peu de recul et d'éléments historiques pour nous pencher. Sur ces 6000 dernières années d'économie humaine, c'est la première fois, les amis, la première fois que nous sommes dans autre chose que de l'argent or, on va dire métaux précieux, d'accord, de l'argent tangible et physique, des sous, la monnaie, c'est le bimétallisme, c'est l'argent métal, c'est l'or métal, mais on va dire, allez, c'est l'étalon or. Ça a été l'étalon or jusqu'au début des années 1970. Or, nous sommes passés de moins 6000 ans jusqu'en 1970, nous étions dans le système de l'étalon or. Et à partir des années 70, nous passons dans le système de l'argent-dette. Et donc, c'est logique que vous ayez aujourd'hui des décisions qui peuvent sembler illogiques quand on les met, si on les compare à ce qui se faisait avant. Évidemment qu'avant, vous ne pouviez pas avoir de taux d'intérêt négatif quand on se baladait tous avec nos petites bourses pleines de piécettes d'or. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est numérisé, qui est digitalisé. On a une capacité technique phénoménale à faire du contrôle social. Regardez ce qui se passe en Chine. Nous avons également la possibilité de mettre en place un certain nombre d'outils et de techniques qui permettent de contrôler les flux, etc. Et donc, vous voyez tout ça qui est en train de se mettre en place. Vous voyez aujourd'hui la double authentification qu'on vous demande sur vos banques. Vous êtes tous en train actuellement de recevoir des courriers sur la reconnaissance faciale, etc., etc., pour pouvoir accéder à vos comptes, les nouvelles applis qu'il faut mettre sur vos smartphones, etc. Donc, vous voyez bien qu'on est en train d'aller dans un schéma qui est de plus en plus restrictif. Et donc, on vous emmène, alors, les Argentins appellent ça le corralito, le corralito, qui est le couloir dans lequel en gros on engouffre les troupeaux entiers de bétail pour les amener exactement là où on veut. Et donc nous sommes ce bétail qui se fait emmener là où les autorités monétaires veulent l'emmener. Et donc depuis la première fois depuis les années
enfin depuis la nuit des temps, et ça a commencé dans les années 70 avec la fin des accords de Bretton Woods, nous sommes passés de l'étalon or à l'argent dette. L'argent dette, c'est les profits de demain ou la croissance de demain qui va rembourser les dettes d'hier ou d'avant-hier. Et donc, c'est un système qui, par nature, ne peut pas supporter la déflation. S'il y a déflation dans un système d'argent-dette, vous avez insolvabilité généralisée. La seule manière de contrer l'insolvabilité généralisée dans un système d'argent-dette, c'est soit de remettre les dettes, c'est ce qu'on appelle le grand reset, soit d'imprimer suffisamment d'argent pour continuer à faire croire à la solvabilité du système et éroder le stock de dette avec des taux d'intérêt négatifs. Mais ces taux d'intérêt négatifs ont évidemment des effets négatifs et des dégâts collatéraux, notamment sur l'épargne qui va être érodée. Je ne vous en ai pas parlé, j'en parle longuement dans ma lettre stratégie, mais les autorités monétaires ont une quantité d'artifices qu'elles peuvent encore inventer. Et on se demandait avec certaines personnes avec qui je discutais, bah, tiens, qu'est-ce qu'elles pourraient inventer? Moi, je vous assure que les autorités monétaires vont inventer encore plein de choses. Elles vont être extrêmement créatives pour faire tenir le système jusqu'à un grand reset éventuel. Et elles ont par exemple inventé au niveau de la BCE, la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle le tiering system. Et donc c'est un mot anglo-saxon qui veut dire qu'en gros, les taux négatifs, la BCE, elle a augmenté son taux négatif il y a quelques semaines de ça, d'accord, mi-septembre. Et donc, mi-septembre, elle annonce qu'elle va accroître son taux d'intérêt négatif, mais au même moment, elle insère ce qu'on appelle un tiering system, qui fait que tous les dépôts des banques ne vont pas être taxé au taux d'intérêt négatif. Ça veut dire que au même moment, en fait, on vous annonce la taxation de certains dépôts de particuliers. Et regardez, Unicredit, la grande banque italienne, mais qui est partout en Europe, qui est l'une des plus grosses banques européennes, annonce qu'elle va taxer les dépôts de ses clients au-delà de 100 000 euros. Tous les dépôts, mais au même moment, en réalité, la Banque Centrale Européenne, elle a détaxé les dépôts d'Unicredit et elle a détaxé une grande partie des dépôts que les banques déposent à la BCE pour ne pas les pénaliser et augmenter leurs marges. Donc en fait, et donc c'est hyper hypocrite, personne n'en a quasiment parlé. J'en parlerai plus longuement, enfin, dans la lettre stratégique pour que vous compreniez ce système et que vous compreniez bien les capacités d'innovation des banques centrales et de la Banque Centrale Européenne. En fait, on fait ce qu'on veut. Vous avez des gens qui sont en train de vous écrire les règles du jeu de la partie de Monopoly qui est en cours, parce que c'est une partie de Monopoly qui est en cours, et comme elle se passe mal, cette partie de Monopoly, eh bien on change les règles, on les fait évoluer en cours de partie, en cours du jeu, pour continuer la partie et que cette partie puisse continuer à se jouer. Dans un monde d'étalons or, eh bien la partie elle serait terminée depuis bien longtemps et puis elle serait capable de supporter effectivement la déflation que nous avons. Voilà, la réalité elle est tout simplement là. C'est pour ça, c'est pour ces raisons-là que j'essaie de vous expliquer que vous avez des taux d'intérêt négatifs. Ça va continuer, ça va s'amplifier, ça va grossir petit à petit et ça va se faire de manière progressive. Normalement, ça ne devrait pas être violent parce que pour que ce soit acceptable, et bien pareil, encore une fois, l'histoire de la petite grenouille, il faut que ça se fasse progressivement. Voilà, j'espère que ça vous apparaîtra plus clairement. N'hésitez pas, encore une fois, on met des pouces bleus. En bas, on fait des commentaires parce qu'il paraît que c'est très bon pour le référencement de ce qu'on me dit. Et puis, c'est surtout que ça vous permet d'échanger entre vous et de poursuivre le débat et la réflexion. Il y a dans la vie ce dont on est sûr, et puis il y a ce qui est évidemment un peu plus théorique. Donc là, on est évidemment sur de la théorie, sur de l'anticipation. Donc ce sont des choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Et l'intérêt, c'est évidemment de surveiller, de débattre, d'échanger par rapport à tout ça. C'est pas d'asséner une vérité absolue et intangible, sinon on rentre dans de la croyance pure. Mais en tout cas, il s'agit d'ouvrir le débat intellectuel et de dire voilà, regardez les choses, on peut les voir aussi sous cet angle-là. Et sous cet angle-là, les taux d'intérêt négatifs, ils sont logiques. Non seulement ils sont logiques, mais en plus, ça va s'aggraver. Voilà les amis, merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un nouveau vrai JT de l'écho dans mon grenier. Et puis, voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Allez, merci beaucoup. Au revoir les copains. À la semaine prochaine.